bienvenue dans Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, je reçois Mo qui travaille dans le Growth Marketing ou le Growth Hacking. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Dans une première partie, on va apprendre plein de mots nouveaux et surtout comment gérer ton marketing du côté de la data, du côté des données. Plein de nouvelles choses à apprendre. Dans une deuxième partie, on va apprendre comment Mo, à un moment, il s'est planté et comment il a rebondi pour faire quelque chose qui fonctionne. Comment il faut expérimenter, comment il faut passer à l'action. Tout ça dans l'épisode qui arrive. Bonjour, bienvenue Momo dans Pause Marketing et Développement. Qui es-tu? Ou qui étais-tu d'abord? Alors ça c'est une bonne question. Qui es-tu? C'est comme tu sais, l'identité c'est quelque chose d'assez mouvant et qui change tout le temps. Et je pense que c'est peut-être le sujet de ton podcast. Moi je t'avais répondu sur un forum que j'étais infirmier et que j'étais devenu growth marketer. Donc voilà, donc moi à la base, et je pense que ça restera toujours fondamentalement ancré en moi, c'est cette profession d'infirmier. Sauf que voilà, donc aujourd'hui, tu sais que c'est vraiment plus possible d'exercer à l'hôpital. On supprime des lits, on fait travailler les gens dans des conditions pas possibles, et il y a un gros drop. Tu as fait quand même un changement très singulier parce que tu es passé donc du soin à la personne au soin marketing complètement dématérialisé pour des sites web et des sociétés. Exact. Ouais, c'est un parcours qui est assez atypique, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui tentent le chemin de la reconversion. Je sais pas si le marketing c'est le choix numéro un. C'est un peu éloigné quand même le marketing, je trouve. On n'y tombe pas dedans comme ça par hasard. Il y avait quand même des choses qui t'ont attiré. Donc, Ouais. des fois, déjà, comment tu définirais ton métier actuel? En quoi il consiste? En quoi il consiste? C'est déjà, j'aide des entreprises à se développer. Donc ça, c'est toujours dans le soin, plus à la personne, mais aux entreprises et aux entrepreneurs. Voilà, donc à se développer grâce au marketing sur le web, beaucoup sur les réseaux, sur le web. Mm-hmm. Donc vraiment dématérialisé. Et quels sont les leviers d'action que tu mets en place? Le type d'action que tu mets en place justement pour faire exploser une marque ou une personne par rapport pour sa reconnaissance. Les leviers que j'utilise pour faire exploser une marque, l'un des premiers leviers, c'est toujours la question d'identité, donc le branding. Ça, c'est quelque chose qui est assez important lorsque tu fais du growth marketing ou du marketing. C'est tu aides les gens à se trouver et à se définir. Voilà, à beaucoup mieux cibler ce qu'ils veulent. Et le branding, c'est vraiment travailler la totalité de ce que tu dis pour que ce soit cohérent par rapport à qui tu es et par rapport à la marque que tu représentes. Exactement. Tu essayes de te définir dans un monde qui est assez bruyant, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans le monde et beaucoup d'informations. Et il faut aider les marques et les personnes à se distinguer. Et donc, tu peux être une entreprise ou un entrepreneur qui fait du personal branding. C'est exactement la même chose. Donc, il faut être quand même assez différenciant. Et avoir un combat, définir des armes, se définir une mission, ça c'est très important. Donc du coup, c'est une des premières choses à faire. C'est quelque chose que je rabâche et je rabâche, trouver sa cible, trouver sa voie et vraiment être à fond là-dedans. Et il y a d'autres leviers que tu mets en place pour, alors peut-être plus techniques. Alors, pour aider, si on parle de growth marketing et de growth hacking, le premier levier que tu utilises, c'est quand même la data. Donc, c'est du marketing avec de la donnée. Et tu testes.
Ouais, petit rappel, les données, en fait, c'est tout ce que tu laisses traîner sur le web. En fait, c'est ton âge, ta profession, ce que tu aimes et tout ça, tout ce qu'adore Facebook et les réseaux sociaux. Exactement, mais pas que. La donnée, ça peut être l'activité qu'il y a sur ton site, c'est-à-dire les taux de conversion sur tel ou tel bouton ou tel contenu, le taux d'ouverture sur une newsletter, le taux d'engagement et de commentaires sur un post sur les réseaux sociaux. En fait, la donnée, elle est partout et ce que tu dois chercher, c'est les preuves que ce que tu dois chercher, c'est que le fait que tes actions, en fait, elles fonctionnent. Et souvent, tu fais chou blanc, donc il n'y a pas d'engagement, pas de like, pas de commentaires, pas de partage, pas de conversion sur ton site. Donc du coup, faut changer. Et donc le but, c'est de tester, mesurer et de recommencer. Voilà. Donc, en fait, tu crées ta page, grosso modo, hein, une explication, c'est que tu crées ta page web et tu vois les gens venir et tu étudies un peu ce qu'ils ont fait, s'ils ont cliqué, s'ils n'ont pas cliqué, s'ils ont été intéressés par la page ou si au contraire, ils sont partis tout de suite de la page. Et avec ces données-là, tu vas améliorer le site web, la page ou les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Exactement. Par exemple, le premier truc que tu mets en place quand tu crées une page web, c'est d'installer Google Analytics. Aujourd'hui, c'est très facile d'installer. Tu as Google by Site, tu as plein d'applications qui peuvent te permettre d'avoir plein d'analytics pour gérer ton site web. Voilà, donc tu as des données sur ton trafic, combien de personnes viennent, combien de temps elles restent, et si elles engagent avec d'autres types de contenus. Typiquement, une donnée que moi je conseille de surveiller au début si tu écris des articles de blog ou du contenu, c'est de regarder ton taux de rebond. Ton taux de rebond, c'est plus il est bas, plus ta page est entre guillemets performante parce que les gens ont décidé d'aller plus loin et d'engager avec le reste de ton contenu. Voilà, j'expliquais le taux de rebond par rebondir en fait. Voilà. S'ils arrivent et qu'ils rebondissent et qu'ils repartent directement de ta page, c'est pas bon. S'ils arrivent et qu'ils restent sur ta page, ton taux de rebond, donc du coup, va être très petit. Et donc, ça veut dire que ceux qui arrivent sur ta page ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient chercher. Et donc, ça va les intéresser. Et donc, si tu fais un blog avec plusieurs types d'articles, tu vois tout de suite quel article plaît le plus et donc dans quelle direction mener ta communication. Exactement. Et du coup, de savoir ce qui marche, toi, ça te permet de trouver ta voix, ta tonalité. Et ça, c'est des éléments aussi qui sont très liés au branding et à la marque. À l'image que tu renvoies. Exactement. Donc, mais c'est pas que du coup, ça introduit des notions, tu vois, de psychologie sociale parce que tu peux renforcer ton contenu avec des arguments d'autorité, de la preuve sociale, énormément de choses et ça va créer un peu plus d'adhérence et de confiance pour tes visiteurs lorsqu'ils viennent sur ton contenu, quoi. Donc, voilà, la preuve sociale, par exemple, c'est souvent des témoignages clients, des avis clients. Aujourd'hui, des choses que souvent mes clients oublient, c'est les avis Google. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une entreprise, une société qu'on a déclarée à Google, les gens peuvent venir déposer des avis dessus et c'est super important parce que du coup, ça nous fait une bonne pub, en quelque sorte. Exactement. Donc ça, c'est le petit truc en plus. Les preuves sociales, ça peut être aussi quand on est passé sur une chaîne YouTube qui parle beaucoup, ou quand on a fait un podcast, ou quand on a été interviewé, ou quand on a fait des expositions, suivant qui on est en fait. Exactement. Voilà. Vas-y. Dans ce que tu utilises aussi en termes dans le growth marketing, tu utilises aussi un peu des robots pour envoyer 1000 mails à la volée. Tu as tout un phénomène qui s'appelle le no-code qui vise à te soulager ou à te faire gagner en efficacité. Par exemple, dans le no-code, tu peux intégrer le calendrier que tu utilises pour que moi, je vienne m'insérer dans ton emploi du temps. Voilà. Et qu'on passe pas
voilà, qui est un logiciel à part qui est hors de mon ordinateur. C'est une société qui a lancé ça, qui permet de moi mettre les emplois du temps où je suis libre et les gens viennent directement se caler sur mon emploi du temps. Un peu le même système que Doctolib en fait. Exactement. Voilà. Mais pas que, tu peux automatiser énormément de tâches, faire des autoréponses, envoyer des données qui sont enregistrées dans un formulaire dans ton CRM, Alors le CRM, c'est c'est ta base de données client. Voilà, ta base de données client, ton carnet d'adresses. Tu peux faire des allers-retours avec, voilà, pour envoyer des mails, pour envoyer des propositions commerciales, pour envoyer plein de choses. Voilà, et puis après, il y a le côté créatif aussi, où la donnée, tu peux l'avoir. Par exemple, quand tu fais de la publicité sur Facebook, il y a plusieurs indicateurs que tu regardes, comme le CTR, qui est en gros le taux de clic lorsque une image est imprimée. Sur Facebook, on appelle ça des impressions, c'est-à-dire dès que ça passe devant les yeux de quelqu'un, c'est une impression. C'est pas une. Voilà, c'est ça. Il y a un vocabulaire un peu particulier. Du coup, voilà, donc quand tu mesures ça, en fait, ça te permet aussi de mesurer le côté créatif ou différenciant de tes publicités et tu comprends très vite si ça marche ou ça marche pas pour convertir. Enfin, voilà, tu arrives à savoir énormément de choses. Donc, du coup, le growth marketing, c'est du marketing où tu as la donnée, l'expérimentation et tu améliores tous les jours et tu fais de la croissance avec un tout petit budget au début et petit à petit, tu arrives à créer l'objectif, c'est il n'y a pas que des tactiques, c'est d'avoir toute une stratégie et où tu crées des intérêts composés et là, tu peux avoir plus de résultats. Voilà. Alors, stratégie, intérêt composé. Donc, en fait, la stratégie, tu vas implémenter, c'est-à-dire tu vas tester plusieurs méthodes, tu vas récupérer les méthodes qui fonctionnent le plus, qui t'amènent le plus de clients, et tu vas implémenter, c'est-à-dire tu vas, donc si cette méthode-là fonctionne, je vais la mettre encore plus grosse, mettre plus de sous dedans ou autre, pour faire croître ma société, en fait. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir des petites victoires et lorsque tu as une victoire, c'est de miser le double dessus pour pouvoir amplifier. Le concept il est très simple. En gros, faut pas l'intelligence, c'est une commodité aujourd'hui. Et il y a autant de mathématiciens aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a énormément de gens intelligents. Par contre, on est passé dans une ère de l'information et cette information-là, c'est ce qui crée la distorsion d'information, c'est ce qui crée de la valeur et donc du coup, être la personne la mieux informée, ça a plus de valeur que d'être la personne la plus intelligente. Et faire des expérimentations, faire des tests, ça te permet d'avoir énormément d'informations sur la réalité, parce que la réalité, il faut la tester, il faut l'éprouver. Et donc, du coup, si tu fais 10 tests sur un mois avec 20% de taux de réussite, tu vois, ça a plus de chances d'aboutir ou de croître, de succès, qu'une personne qui est intelligente et qui met un mois pour faire un test qui aurait 100% de temps de taux de réussite. Voilà. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Voilà. Mais en fait, c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que tu testes une chose, s'il y a quelque chose qui marche pas, qui est pas très très bon, finalement, tu dis ça, finalement, je vais l'enlever. Et la fois d'après, tu refais la même recette de cuisine, mais tu enlèves cet ingrédient ou tu remets quelque chose d'autre à la place de cet ingrédient. Et du coup, tu améliores ton plat au fur et à mesure. Exactement. Là, c'est un peu c'est la même chose. Tu vas tester et améliorer ton plat au fur et à mesure avec toutes les techniques possibles pour essayer de faire grossir ta liste email, grossir ton nombre de visiteurs, grossir ton nombre d'acheteurs et de transformer un maximum de prospects en clients. C'est ça. Voilà. Donc, c'était le métier de growth marketing. As-tu des astuces très simples à partager? J'en ai plein, puisque mon métier, c'est de trouver des astuces.
prendre le temps de regarder ces analytics et de regarder où les gens vont sur ton site web, comment ils arrivent et d'où ils repartent. Ça, déjà, les analytics. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous, un petit truc facile à mettre en place pour implémenter son business? Alors, quelque chose qui est assez fondamental, mais pour tous les business, c'est que moi, je pense qu'il faut partager et créer du contenu sans jamais s'arrêter. Et donc, le blog, les réseaux sociaux, plein d'astuces, plein de trucs comme ça. Et vraiment se lancer et pas avoir peur d'être jugé ou pas avoir peur de se faire troller parce que de toute façon, la majorité des gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont mangé la veille. Donc, c'est vrai. Quoi que tu fasses aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, on s'en souviendra pas. Très bonne citation. Quoi que tu fasses aujourd'hui, demain, on ne s'en souviendra pas. Exactement. Donc, vas-y, lance-toi. Partage. C'est ça, il faut se lancer, il faut partager. Et en fait, en faisant, en étant dans l'action, tu comprendras des choses qui ne peuvent être comprises que si tu le fais. Typiquement, moi, j'avais fait... Bon, avant d'être growth marketer, je suis passé par... et en même temps, et en étant infirmier, j'avais lancé un petit projet qui s'appelait remplacesoignant.fr, qui était une plateforme de mise en relation pour le remplacement des infirmières libérales. Et alors beaucoup d'entrepreneurs disaient « Ah ouais, il faut que je cherche un développeur, il faut que je cherche quelqu'un pour automatiser, pour coder mon site, pour faire des choses comme ça. » Sauf que ce qui marche, ça doit d'abord marcher à la main. Et donc, moi, je faisais la mise en relation des infirmières libérales avec les remplaçantes. Et je l'ai fait très longtemps à la main avant de comprendre beaucoup de petits secrets. L'un des petits secrets que j'ai découvert, c'est que les remplaçantes, même s'il n'y avait pas de toilette, de change ou de tâches un peu ingrates quand même dans ce métier, même si c'était très bien payé, en fait, des fois, elles n'acceptaient pas la mission. Et je me posais la question, mais putain, mais c'est super bien payé, il n'y a pas de tâches ingrates, elle a l'air super sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que elles se déplaçaient que pour des missions qui étaient à moins de 20 minutes de route. Et du coup, c'était pas gagner de l'argent ou avoir un métier... Être valorisé ou gagner de l'argent, c'est vraiment du temps. Du temps. Voilà. Du temps. Ça, c'est la chose où toi, tu pouvais pas agir, en fait. Exactement. À moins d'avoir vraiment des zonages... Ouais. Et alors, j'avais mis un système en place parce que, avant d'automatiser, mais je mettais les gens quand même dans des formulaires. Et le formulaire classait les gens. Je me suis dit, comment tu peux faire quelque chose de géolocalisable quand tu n'as pas la technologie pour le faire? Et j'ai dit, je vais demander aux gens de s'inscrire pour pouvoir les matcher dans les préfectures et sous-préfectures, puisque tout le monde est censé être à moins de 20 minutes d'une sous-préfecture. Oui. Tu vois ? C'est la théorie, voilà. C'est pour habiter près de la montagne, voilà. Oui, mais dans la réalité, dans la majorité des cas, les gens sont quand même, c'est quand même des clusters, des trucs où tu peux concentrer les gens pour pouvoir matcher les remplaçantes et les remplacés, puisqu'à chaque fois qu'il y en a une qui s'inscrivait, je demandais à côté de quel endroit ou quelle sous-préfecture tu te trouves. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Pour être sûr de pouvoir bien les placer et elles soient au bon endroit. Exactement. Et qu'elles acceptent la mission. Moi, quand je les appelais, il fallait que je fasse une recherche dans mon CRM, dans ma base de données clients, et que j'appelle toutes les remplaçantes une à une pour dire salut, j'ai une mission, ça te dit pas d'accepter, c'est ça, et la nana me disait oui ou non, quoi. Et à partir d'un moment, j'ai compris que à chaque fois, j'allais sur Mappy, je faisais l'itinéraire entre le cabinet et l'adresse de la nana, de la remplaçante, de l'infirmière ou l'infirmier. Et du coup, je découvrais que il y avait, plus c'était prêt, plus le taux d'acceptation il était élevé. Ouais. C'est tout bête, alors que c'est des choses qu'on n'imagine pas, en fait. Voilà.
Et ça faire des demandes auprès de ses clients de ce qu'ils veulent, c'est déjà la base du marketing aussi. Exactement. Et de ce qu'ils veulent et de donc c'est mais qui ne nous disent pas ne nous disent pas d'un premier abord. Ouais. Mais ouais, donc le but de faire à la main, c'est de découvrir les désirs cachés ou les motivations qui sont pas avouables de ton audience. Donc et ça, tu ne peux pas le faire si tu le fais pas à la main. Il y a plein de problèmes que tu arrives à résoudre à la main. Avant de passer à l'étape tout automatisée, ouais. Ouais. Je produis un podcast aussi sur le côté. Donc aujourd'hui, je fais du marketing. Enfin, je gère le trafic sur les régies publicitaires. Plusieurs casquettes, ouais. J'ai beaucoup d'activités puisqu'il faut diversifier ses activités pour vivre. C'est la vie de freelance. Mais du coup, là, j'ai enregistré récemment un podcast et c'est un mec qui s'appelle Olivier Ramel, qui a une marque qui s'appelle Kimono. Et lui, il a créé une nouvelle catégorie de business qui, lui, se définit comme un culture designer. Mais ça a un vrai sens parce que lui, il a commencé à entreprendre et pour revenir sur cette histoire-là de à la main, comment il a découvert que ce truc-là, c'est ce qui allait faire sa vie et faire un business qui génère des dizaines de millions d'euros aujourd'hui quand même. Oui, donc un vrai business rentable. Exactement. Okay. Comment on découvre que son business va être rentable et surtout un business nouveau, quoi. Lui, il est parti sur quelque chose de tout nouveau. Et je vais faire le lien avec le branding et comme quoi, en fait, la marque, ça part aussi des fondateurs. C'est que lui, à la genèse de sa boîte, c'était un petit projet qu'il avait fait en terminale il avait fait tu sais, des suites pour son lycée. Avec un peu comme les universités américaines, mais pour son lycée, puisque... il avait fait imprimer des suites au nom du lycée. Exactement. Ouais. Et il en a vendu 700. Ah ouais. Et bon, après, il a bossé, il a fait autre chose. Et il est revenu sur cette idée qui était profondément... Enfin, qui était vraiment le truc qu'il avait vraiment orienté, qui avait drivé un peu toutes ses intuitions. Et il s'est lancé, donc il a lancé cette boîte-là qui s'appelle Kimono et il a commencé à faire des suites pour des startups. Voilà. D'accord. Puis maintenant pour des entreprises, pour des BDE, et ça grandit et ça ne s'arrête pas. Et il fait pas que des suites, il fait des goodies, des gourdes, tous les objets qui permettent aux entreprises de définir une culture. Parce que la culture... Communiquer, voilà. Voilà. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant, c'est un peu comme des tribus et... Surtout dans les startups, en fait. On essaye de garder cet esprit tribu, en fait, au sein d'une startup où on voudrait que tout le monde soit corporate, comme on dit. Ouais. Tout le monde va dans le même sens. Et donc, justement, la même gourde, le même suite... Ouais, voilà. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et puis ça donne aussi une image dynamique de la boîte, ça donne aux gens l'envie de rester ou de postuler. Mais voilà, donc il aide les boîtes à définir un peu leur culture d'entreprise. Ça passe aussi par le mobilier, puisqu'il fait du mobilier. Donc voilà. Oui, donc vraiment global, quoi. Voilà, donc je fais une digression, mais lui, il a découvert ce truc-là à la main, quoi. En vendant voilà. en disant qu'en fait, dans son lycée, ils avaient besoin de s'approprier le lycée en mettant le nom du lycée sur un suite. Ils avaient besoin d'une sorte de reconnaissance de ce groupe, de cette tribu du lycée, et finalement, il l'a exporté et il l'a développé pour les startups. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire imprimer quelque chose sur un suite, c'est très facile. Sur Internet, t'en as 50 000. Ouais. Là, il a quand même développé un branding pour... justement, lui, c'est je viens chez toi en gros et je fais ta culture d'entreprise au travers des objets. Eh ben, tu prends Vista. Non, mais on peut regarder Vistaprint. Mais quand tu vas sur Vistaprint et Kimono, bah déjà, Vistaprint, quand tu reçois le truc, parce que moi j'ai déjà fait imprimer un t-shirt, ton t-shirt c'est de la merde. Et ta carte de visite, elle est toute pourrie. Et voilà, sauf que lui, il vend un peu cher. Il vend à des boîtes quand même qui ont des moyens, qui ont levé des fonds, des choses comme ça, ou des petites boîtes qui ont compris quand même qu'il fallait investir dans ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment de la qualité.
Et derrière, lui, ce qu'il vend, c'est pas des t-shirts, des goodies, des choses comme ça. Il vend quelque chose quand même de plus profond. Il vend du sentiment d'appartenance. Et c'est ce qu'il te dit. C'est la chose qui l'a motivé à le faire dans son lycée. Il a dit, on est un lycée qui est à la croisée de 3 communes. Et on se retrouvait tous là. Et dans ce lycée, il y avait un très fort sentiment d'appartenance. Et pour le renforcer, il a créé ce suite. Et donc lui, il vend pas des suites, des goodies et des machins. Il vend du sentiment d'appartenance. C'est très différent. Il est arrivé dans la pyramide de Maslow vraiment à être dans le top. Donc dans les besoins de Maslow, c'est le besoin d'appartenance à quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit très bien avec ceux qui ont un iPhone et ceux qui ont un Android. Il y a une petite guéguerre. Il y a ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Instagram. Il y a des petites guéguerres comme ça de partout. Et lui, en fait, il va créer le sentiment d'appartenance à un groupe particulier, donc avec un branding pour une marque particulière. Donc, ça veut dire que quand on crée sa marque, quand on crée son entreprise, faut pas négliger aussi tout l'aspect je suis moi et voilà ce que je propose, qui je suis et mes valeurs et ce que je donne en fait. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il faut partager qui on est un maximum pour se faire reconnaître en fait et créer autour de nous. Alors peut-être pas un fan club, mais une sorte de tribu qui partage nos idées et avec qui on peut échanger. Exactement, parce que l'immensité d'Internet fait que, déjà, moi il y a une chose que j'ai appris et qui est dure à accepter en fait, c'est que déjà on n'est pas aussi singulier qu'on le pense. Et on alors pas que toutes les pubs te vendent, vous êtes particulier, vous êtes ceci, cela. Oui, on a beaucoup de points communs avec les autres. Exactement, on a énormément de points communs avec les autres. On est souvent dans les mêmes cases. Tu vois, je sais pas, tu vas chez Pôle Emploi, faut être dans une case, faut être dans des cases partout. Voilà, dans tes fringues, dans ce que tu achètes. Dans ton style, tu vois que en fait, tu te rends compte que le choix, pour être singulier, finalement, le choix que tu as dans la vie, il est très limité. Donc, tu es obligé de faire des choix qui sont pas singuliers, quoi. Donc, à partir de là, tu ressembles à beaucoup d'autres personnes et il y a beaucoup d'autres personnes qui te ressemblent. Là, tu es très anti-développement personnel, parce que dans le développement personnel, les coachs, ils sont à fond. Tu es toi-même, toi, tu prends le contre-pied. Et donc, pour dire qu'en fait, justement, on peut regrouper tous ces clients sous certains traits qui sont souvent très proches des nôtres aussi. Quand on est en entreprise individuelle, quand on est seul face aux autres, en fait, on a souvent des clients qui sont très proches de nous et doit se servir de ça pour faire son marketing et discuter avec eux et apprendre d'eux. Moi, j'ai un adage qui dit « Je suis comme vous, donc nous sommes ». Et c'est vraiment ça, en fait. Je suis comme vous, donc nous sommes. Ok, nous sommes tous des êtres humains. Voilà. Ou des moutons à 5 pattes, ou... De quoi ? Ou des moutons à 5 pattes. Des moutons à 5 pattes, voilà. Ouais. Forcément, on est les perles rares. Voilà. Et merci beaucoup, Momo, d'avoir participé à Pause Marketing et Développement. On a appris plein de choses, plein de mots nouveaux. Donc, je ferai tout un récapitulatif sur le blog avec tous les mots de gross marketing, gross hacking, taux de conversion, taux d'ouverture, tout ça pour bien qu'on comprenne un peu ce que ça signifie et pourquoi c'est important d'aller regarder un petit peu là-dedans quand on commence à faire du marketing et à parler de soi, à parler de sa société. Voilà. Et puis, merci pour les petites astuces pour vérifier un peu tout ça. Donc maintenant, comme on a dit tout à l'heure, faut passer à l'action, faut tester, faut expérimenter et aller vers la croissance. Exactement, n'ayez pas peur de vous tromper, rien n'est grave. Rien n'est grave. Voilà. Merci beaucoup. Merci.